les dirigeants de l'OASO nous ont dit qu'on était la 3e association la plus importante en France dans les dons qu'ils ont récoltés, donc ça nous a flattés. Donc on est en charge une personne bien spécifique maintenant de l'OASO qui nous a dit mais vous avez fait 90 projets depuis octobre 2023. Comme on est très réactif, on n'est pas beaucoup à décider. Derrière nous, il y a beaucoup de monde, mais on est 4-5 à mettre en place les choses. Donc quand on nous parle de quelque chose le matin, l'après-midi, le projet il est déjà parti. On a tous été émerveillés par les associations qui ont aidé le peuple d'Israël depuis le 7 octobre. Évidemment, si je vous dis Bruno Lelouch, si je vous dis Netzar, vous allez me dire, oui, bien sûr, on connaît, on en a entendu parler, que ce soit en France ou en Israël. On a décidé aujourd'hui d'essayer de comprendre comment toutes ces actions incroyables, tous ces projets qui ont été soutenus, financés grâce aux donateurs de Netzar ont été mis en place et surtout qui se cache derrière toutes ces belles actions. Voilà, donc pour en parler, évidemment, nous avons celui qui a créé Netzar, Bruno Lelouch. Bruno Lelouch qui est médecin de son métier, on va dire, parce qu'il travaille quand même entre deux actions. Bonjour Cathy. Voilà, on est ravis de t'accueillir. Alors, Netzar, on en a entendu parler, on en parle souvent, on voit les réalisations incroyables. Je vais en citer quelques-unes parce que franchement, il y en a beaucoup, mais les opérations cartables, le soutien au kiné du cœur, les familles défavorisées de Kalita, les maisons d'accueil avec Sedetk, les repas de Rosh Hashanah qui ont été organisés pour 400 familles de Sderot au début de la guerre, le kibbutz Ein Herod, vous allez aider l'équipe de sécurité. Voilà, les partenariats avec Keren Or, Kessaria, vous n'arrêtez pas, Bruno, ça ne s'arrête pas, quoi. Non. On a l'impression que c'est un projet qui en amène un autre. Ouais, même 2 projets quand même, 2 autres même. ça va très vite, ça prend beaucoup de temps, mais c'est grisant. C'est grisant parce qu'on est utile. Alors, on ne va pas détailler chaque projet, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses émouvantes, d'anecdotes, de moments un peu particuliers qu'on avait envie de raconter un peu tout ça. Et puis, il y a un personnage central au sein de l'association, chez vous, c'est Dan Lavalise. Oui, central, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un enfin, personnage. Sans lui, c'est compliqué. Dan Lavalise, bon, je ne dirai pas son nom, mais il se connaîtra. Tout le monde le connaît, en fait, Dan Lavalise. Alors, c'est qui, Dan Lavalise, et qu'est-ce qu'il fait au sein de Netzar ? Dan Lavalise, il est au sein de beaucoup d'associations et il est autour de Netzar depuis le début. Dan Lavalise, à lui tout seul, je pense qu'il a dû faire monter en Israël 3500 ou 4000 valises. Donc, chaque valise, c'est à peu près 30 kilos. Donc, vous imaginez le poids. C'est celui qui arrive à gérer les demandes qui sont faites, parfois de matériel qui sont en France, parfois des donateurs qui veulent donner du vrai matériel, au début de la guerre des vêtements, et les faire transiter dans des valises, parce qu'il faut trouver les valises. Parce que les valises, elles ne reviennent pas. On ne part pas en voyage, on ne ramène pas 3000 valises. Elles restent en Israël. Donc, il trouve les valises, il les remplit, il les envoie en Israël. Il faut quelqu'un qui les réceptionne et qui les livre. Donc, et il les envoie, comment il les envoie ? Il faut quelqu'un, il faut un voyageur. Il faut un voyageur. Oui, il trouve les voyageurs aussi. Il est en lien avec El Al, il est en lien avec tout le monde. C'est une tour de contrôle. Affectueusement, je l'appelle Dan Lavalise. Il était là encore il y a quelques jours. Là, il m'a dit, je dois rentrer parce que j'ai beaucoup de travail. Je dis, ah ouais, tu as du travail. Non, je dois faire plein de valises. Voilà. C'est ça. Son travail, c'est pas pour gagner de l'argent. On sourit, mais c'est important de mettre ces gens-là à l'honneur parce que sans eux, ça marche pas, quoi. Non, voilà, c'est ça. Chacun est important. Chacun est important. Il y en a qui donnent de l'argent, il y en a qui savent quoi en faire. Et derrière, il y a des, entre guillemets, des petites mains, mais sans eux, il n'y a rien qui se ferait. Alors, comment les projets s'enchaînent ? Comment ça commence ? Comment ça se passe, quoi, concrètement ? En fait, les gens viennent nous téléphonent ou c'est des amis ou c'est nous qui les montons parfois les projets. On décide qu'on va faire celui-ci. On budgète. Il faut savoir où on va quand même. Hein. Donc, si c'est dans nos cordes, on dit c'est bon, on y va. Donc, on demande aux gens de l'argent. C'est-à-dire qu'on budgète le coût total et final du projet et après, on se penche vers les donateurs. On ne fait pas la charrue on met la charrue comme il faut. Ouais. On ne fait pas avant les bœufs. Donc, on sait ce que ça va nous coûter.
Netzar a quelques fonds propres encore, donc on se dit s'il manque, on pourra rajouter un petit peu. Mais la plupart du temps, les projets aboutissent avec le don des gens qu'on appelle. Je le répète à chaque fois, je suis toujours un peu gêné d'être devant, moi, mais bon, il faut toujours quelqu'un devant, donc c'est moi, voilà, c'est moi souvent. Mais derrière nous, il y a eu, depuis le début de la guerre, plus de 4500 dons euh, de personnes différentes qui ont parfois donné plusieurs fois, même très souvent plusieurs fois. Et donc, tous ces gens-là, ils nous donnent ils nous donnent parce qu'on leur dit à quoi va servir l'argent. On leur dit pas c'est pour construire une maison. Non, c'est pour faire ça et ça et ça, bien précisément. Et donc, ils nous font confiance. Et le En fait, ça projet. marche au projet, quoi. Oui, oui, c'est ça. On a d'ailleurs on est la plupart du temps sur Alodon ou Eloasso. On a le projet le nom du don porte le nom du projet. C'est-à-dire que là, on a le projet pour Sivan Veil, par exemple. Ça s'appelle pour Sivan Veil. Donc les gens, ils donnent pour Sivan Veil. Ils donnent pas pour autre chose. Ouais, ça, c'est important aussi. Oui. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas donner pour Sivanval, par exemple, qui vont donner pour autre chose. Mais cette autre chose, il a un nom bien précis. Pour les cartables, pour les caïtanotes, pour les familles défavorisées. On en a depuis... les dirigeants de l'EOASO nous ont dit qu'on était la 3e association la plus importante en France dans les dons qu'ils ont récoltés. Donc, ça nous a flattés. Et donc, on a en charge une personne bien spécifique maintenant de l'OASO qui nous a dit mais vous avez fait 90 projets depuis le début 2020, depuis octobre 2023. Je dis ah bon autant. Et voilà, c'est dingue. Non, c'est dingue parce que vous avez été en contact avec tout ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre. Je pense évidemment aux otages. Ça aussi, ça a été un moment important de l'association, mais c'est pas terminé. En fait, comme on est très réactif, on n'est pas beaucoup à décider. Derrière nous, il y a beaucoup de monde, mais on est 4-5 à mettre en place les choses. Donc, quand on nous parle de quelque chose le matin, l'après-midi, c'est déjà, si on doit le faire, l'après-midi, le projet, il est déjà parti. Donc les otages, oui. En fait, les otages, comment ça s'est passé? Bon, évidemment, tout le monde sait comment s'est passé les otages, mais comment on a été en lien avec les otages quand je suis rentré le 9 janvier 2024 d'Israël en France pour travailler un petit peu, après 100 jours passés en Israël. Le 10, il y avait une course de vélo, une balade en vélo dans Paris avec le Forum des familles des otages de mon ami Meir Laloum. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Meir Laloum, qui gérait un peu toutes les familles des otages en France. Et avec lui, on a pu rencontrer de multiples et nombreuses familles avec qui on est resté en contact et on reste en contact. Et on va faire d'ailleurs, on ne peut pas encore l'annoncer, mais on peut déjà annoncer comme ça qu'on va faire venir des anciens otages en France au printemps, très bientôt. On dira qui et quand, où, pour que les gens viennent leur faire cet honneur. C'est une façon de se sentir plus proche d'Israël. C'est le fait de ne pas vivre ici qui fait que ça pousse à faire des actions. Exactement. Moi, je vis en partie ici, mais beaucoup de gens ne le vivent pas ici. Et donc, les gens ont besoin d'aider Israël. Et c'est le moyen, c'est avec l'argent et avec tous les projets qu'on peut leur soumettre. Et c'est vrai que dès qu'il se passe quelque chose où on peut aider en Israël, on le fait. C'est vrai. Alors, on peut dire qu'on passe du coq à l'âne, parce que quel rapport avec la fondation Sivan Veil, les cartables, les otages? Ben non, c'est que juste on aide Israël et on aide que Israël. Voilà, et les gens qui en ont besoin. Alors évidemment, il y a aussi des moments des moments drôles, mais des moments émouvants. Je pense au début de la guerre, quand vous avez été à la rencontre des rescapés de Nir Oz. Ça, c'est un moment très marquant aussi. C'était fin octobre 2023. Il s'avère que un des responsables du kibbutz Machavet Tzadé est un ancien chaliard du Dror de France. Quelqu'un qui a fait l'Alia il y a, je sais pas, 50, 60 ans, qui était à Nice aussi, donc j'ai pu le contacter. Il m'a dit, oui, les gens de Niros sont ici, si tu as des choses à amener, prends-les. On est venu avec 3 voitures qui représentaient une trentaine ou quarantaine de valises qui venaient de Nice, avec des vêtements, des enfants, des jouets, etc. Et on est arrivé là-bas et c'était assez émouvant parce qu'il faisait une petite fête ce jour-là, c'était avec Raphaël.
Shish Portish, mon copain israélien, qui on a commencé. Et on est arrivé là-bas et on a emmené ses jouets, ses vêtements. C'est un super souvenir. Je me rappelle encore. Et puis de là est né un autre projet. Oui, parce que Iftar, qui est l'un des responsables du kibbutz Mashavet Sadeh, je lui ai dit que je voulais voir un copain qui est un ancien responsable du droit de Nice, qui s'appelle Assaf. Et j'ai parlé à Assaf, il m'a dit « Ah oui, tu aides, attends, je vais appeler Michael ». Michael, c'était le responsable des poulaillers du kibbutz Aloumim. Et donc, j'ai rencontré Michael avec Assaf à Natania, au kibbutz Island, à l'hôtel Island où ils étaient réfugiés, et là-bas. Et il m'a dit, on a besoin de lits pour les enfants, on a besoin de monter une salle de sport pour les enfants qui sont... Donc, on a... Et du coup, les lits pour les enfants, c'était un truc dingue. On avait besoin de... Il y avait 19 enfants, plus on voulait faire une pouponnière de 9 lits pour qu'ils puissent faire la sieste. Donc, on avait besoin de 25 lits. Et donc, on a envoyé un message. On a besoin de 25 lits. Il s'avère que le PDG de Ikea, parce que c'est Ikea qui est chez Ikea, c'est quelqu'un de la famille proche. Ikea Israël. Ikea Israël. Il m'a dit, pas de problème, je te rajoute 20% de réduction là-dessus. Bref, en 2 heures, on a acheté 25 lits chez Ikea qui sont venus les monter 3 jours après. Et les enfants ont dormi là-dedans. Incroyable. Et chez Decathlon, on a pu acheter tout ce qu'il fallait pour faire des salles de foot pour les enfants. Ouais, enfin bref, ça va dans tous les sens. Oui, exactement, mais c'est vraiment en fonction des demandes et des besoins du terrain. C'est ça la force aussi de Netzar. Et puis une gestion aussi rigoureuse qui fait qu'on est rassuré, on sait que le don, il va... Ben oui, mais oui. Alors là, oui. Là, oui, c'est important de le dire aussi, que le don arrive c'est important parce qu'il y a eu des abus. Non, je ne parle pas des abus. Ça, je connais les histoires, mais je ne parle pas de ça. Non. Il est arrivé à mes oreilles des gens qui disaient que les gens Netzar y voyageaient avec l'argent des dons. Il faut savoir, d'abord, on a une comptabilité qui est visible par tout le monde, pas comme toutes les associations. Tout le monde peut l'avoir, la nôtre de comptabilité. On a 17 € de frais par mois, c'est les frais bancaires. Tout le reste, c'est les bénévoles. Malheureusement, c'était mon ami qui était directeur de la banque, mais il a fait son alia. Donc, la nouvelle directrice ne me ristourne plus les frais de bancaire, donc on doit payer ça. On a eu 450 € de frais bancaires depuis le début de la guerre, et c'est tout. Ouais, donc ça, c'est aussi important. Alors, on va terminer avec quelque chose aussi qui a découlé de toutes ces actions, c'est le voyage. Parce que les donateurs, une fois qu'ils ont donné, une fois qu'ils ont vu la réalisation des projets, ils en ont entendu parler, mais ils ont envie de le voir de leurs propres yeux. Et donc, ils veulent venir sur place. Exactement. Alors, et qui mieux que Bruno Lelouch pour organiser un voyage? Pas que moi, au départ, en tout cas. Bon. Au mois de mars 2024... Enfin, mois de janvier, des gens, je ne sais pas comment je dois venir en Israël, j'ai peur, machin, tout ça. Organise un voyage. Je dis, c'est bon, je suis pas... Je ne suis pas une agence de voyage. Il ne faut pas oublier quand même, je suis un peu médecin, un peu chirurgien. Donc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On l'a fait. Vous étiez là, d'ailleurs. Je crois que c'est le plus beau reportage qu'on ait jamais eu sur Netzar. Merci. Avec Kalita. C'était magnifique parce que personne n'était encore revenu. On était parmi les premiers à aller dans la salle des observatrices. Ça sentait encore mauvais. La chair brûlée. C'est des images incroyables qu'on a vécues. Et après, j'ai dit, c'est bon. Un voyage, ça va. Deuxième année, l'année dernière, on a refait un voyage, encore plus de monde. Et jamais 203. Donc cette année, on a un voyage qui est complet avec plus de 60 personnes qui vont venir au mois d'avril. C'est Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron. Donc ça va être une très belle période avec des choses qui vont se passer et une soirée de gala. Sympa. On peut déjà le dire à nos auditeurs israéliens. Donc les Israéliens pourront rencontrer les donateurs venir, français. Ça sera super. À Jérusalem, sous le moulin de Montefiore. Je suis allé voir l'endroit, ça sera en plein air. L'endroit est magnifique, on pourra mettre à peu près 150 personnes. Il y a déjà 60 personnes du voyage.
Et ça va être un moment formidable, j'espère. C'est sûr. Et dans ce voyage, on pourra faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire lorsqu'on part en voyage. Bon, moi, je voulais revenir aussi sur c'est le même système de fonctionnement. Du premier voyage a découlé quand même une histoire incroyable et trop sympa que vous êtes obligé de nous raconter. Ils vont pas m'en vouloir. Non, mais c'est pas grave. On citera pas le nom. Ils vont pas vous en vouloir. Non, mais bon, tout le monde va le deviner, mais c'est pas grave, c'est officiel, donc ça va. Donc, on a fait, dans ce premier voyage, il y avait un ami qui est médecin, qui est comme moi, médecin ORL, chirurgien, et qui s'avère être un très bon photographe et presque professionnel. Il nous a fait des photos fabuleuses. De ces photos, on a dit on va faire une exposition. Pourquoi une exposition? Pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire des choses en Israël. De cette exposition, on a généré plus de 50 000 € de bénéfices. Donc ça a été formidable. Dans cette exposition, il a fallu faire dans une galerie. La galerie, elle nous a été prêtée gracieusement par une dame, à Paris. Une amie parisienne dans le Marais, qui a un papa qui est veuf. Ce médecin... Et qui a 92 ans. Et voilà. Ce médecin a une maman qui est veuve. Et qui a 86 ans. Voilà. Et ben, ils se sont rencontrés et ils sont très proches. Ils sont amoureux, on peut le dire. Ils sont amoureux aujourd'hui. Voilà, c'est incroyable. C'est une histoire magnifique. Bon, il n'y aura pas de bébé Netzar, mais en tout cas, il y a des couples Netzar. Ça, c'est aussi. C'est pour dire que l'enchaînement des choses se fait on sait les provoquer et qu'on se donne beaucoup de cœur pour le faire, les gens le ressentent. Et je crois que c'est important, ça. Voilà, donc si vous avez une idée, un projet, vous avez l'homme qui va les réaliser, ça c'est sûr, avec toute son équipe. En tout cas, bon, voilà, on voulait juste vous parler de cette belle association un petit peu différemment. J'espère qu'on y a réussi. En tout cas, merci Bruno, Cathy, bravo merci pour tous ces projets. Mais de rien, avec plaisir. Non, mais c'est important de vous dire merci parce que c'est aussi grâce à vous qu'on se fait reconnaître. C'est plutôt grâce à vous que nous, on peut continuer et on a chaud au cœur de savoir que les liens entre Israël et la diaspora sont si forts et si solides. On espère que ça ne va pas s'arrêter là. Bravo pour tout et à très bientôt. Merci.